ce soir. Je remercie M. Gaudichaud, avec malgré tout son emploi du temps très chargé, d'être venu en Comminges. Il aurait dû d'ailleurs venir la saison dernière, mais comme il avait dû faire un voyage un peu imprévu, ça ne s'était pas trouvé, donc je le remercie d'avoir décalé son intervention. Donc, M. Gaudichaud est professeur d'histoire à l'université Jean Jaurès, voilà. Je ne voulais pas dire Mirail, c'est Jean Jaurès à Toulouse. Il est docteur en économie politique, en sciences politiques, voilà. Et donc il s'est très vite spécialisé dans l'étude de l'Amérique latine et surtout de l'histoire contemporaine de l'Amérique latine. Alors il a des racines qui y rattachent parce qu'il avait un frère qui exploitait une exploitation agricole avec des jeunes déshérités, les jeunes des rues en Bolivie. Donc il y est toujours. Non, il est au Costa Rica. Ah, Costa Rica, mais pour le même genre d'activité. Voilà. Bon. Et donc, Franck Gaudichaud, notre conférencier, est un universitaire, mais c'est surtout un homme de terrain. Il est très fréquemment en Amérique latine, au Chili, où il rencontre non pas la haute société, mais surtout des syndicalistes, et des paysans et des acteurs de la vie économique du pays. Et donc il baigne là-dedans de très près, et donc il pourra nous faire un panorama très précis de ce qui se passe là-bas. Alors, comme on a du retard, je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole. Donc, ça va, tout le monde? D'accord? Bon, donc, M. Gaudichaud, à vous la parole. Donc, bonsoir à toutes et tous, et donc remercier le GREP de cette invitation. La proposition donc, de ce soir, c'est de parler du Chili. Initialement, on avait discuté sur la question de l'état de la démocratie en Amérique latine, mais c'est très très large, évidemment. On avait aussi pensé travailler ensemble, ou penser ensemble plutôt le Chili actuel. Et puis en discutant, il se trouve quand même, on est à 50 ans du coup d'État. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est un peu différent, enfin c'est nettement différent, même si on parlera aussi du Chili actuel, c'est de revenir sur les années Allende, puisqu'il y a une actualité commémorative, puis aussi c'est mon dernier livre, enfin j'ai sorti plusieurs livres qui traitent de ça, le petit dernier c'est celui-ci, donc vu que les derniers mois j'ai travaillé là-dessus, ça m'intéressait de restituer un peu ce travail en construction, mais aussi qui vient d'être publié, même si je vous propose sur la fin de faire un petit saut dans le temps pour travailler, enfin penser le Chili aussi actuel à 50 ans du coup d'État. Donc en gros, on va revenir sur les années Allende, 70-73, 1000 jours qui ont fait trembler le monde, l'impact du coup d'État, et ensuite on ouvrira de manière conclusive et éventuellement pour le débat sur le Chili actuel. Vous avez peut-être suivi à quel point le Chili des dernières années est traversé de grandes mobilisations sociales, de grands conflits politiques, et a reposé en fait la question de la possibilité d'en finir avec les héritages de la dictature, les héritages de la dictature de Pinochet, avec particulièrement un grand mouvement social en 2019 qui a fait un peu trembler tout le paysage politique chilien. Et malheureusement, les espoirs qui se sont ouverts en 2019 restent pour l'instant face à un mur, et même face à une extrême droite qui revendique la dictature, qui est de plus en plus consolidée. Donc c'est aussi les paradoxes du Chili actuel, et on verra à quel point il y a des résonances, des échos entre ce Chili révolutionnaire des années 70, le coup d'État, 16 ans de dictature, et un Chili actuel qui n'en finit pas finalement de penser les plaies de cette période, notamment celle de la répression pinochetiste. Alors j'ai pas devant moi les diapositives, donc je remercie le monsieur qui a la technique qui va me permettre de passer les images. En gros, ce que je vous propose, c'est de m'appuyer sur une série d'images
pour faire une sorte de récit qui va nous accompagner. Et à partir de ces images, on va avancer dans le temps et couvrir cette période, particulièrement ces 3 années de l'unité populaire. Vous verrez des affiches de l'époque et vous verrez aussi plusieurs photographies en noir et blanc, notamment celle de Armindo Cardoso, qui est un très grand photographe portugais, qui a été pendant l'époque d'Allende au Chili et qui a notamment qui a réussi à sauver 3000 clichés qui sont aujourd'hui déposés dans le fond de la Bibliothèque nationale de Santiago et qui sont une sorte de patrimoine photographique de cette période de profonde transformation sociale qui a été l'unité populaire. Alors allons-y. Ce qui est intéressant quand on parle du Chili en France, c'est que très souvent, la majeure partie d'entre vous, notamment si vous avez plus de 60 ans, vous avez une mémoire de l'exil politique chilien, voire directement de l'époque Allende. Et le Chili, vraiment, il y a un bouquin des années 70 qui disait « Le Chili au cœur ». Le Chili a été au cœur de nombreux Français et Françaises depuis très longtemps. Et l'expérience de l'unité populaire du gouvernement d'Allende a vraiment eu des répercussions importantes dans la France d'aujourd'hui. Je dis ça parce que ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas du tout. Si je vous posais la même question pour le Guatemala, qui a connu une expérience révolutionnaire, un coup d'État en 1954, appuyé par les États-Unis, une longue dictature, je suis sûr que si on faisait un sondage, très peu d'entre vous savent précisément ce qui s'est passé au Guatemala. Alors que si on fait le même sondage sur le Chili, de nombreux d'entre vous vont avoir beaucoup plus d'éléments. Pourquoi ? Parce que le Chili vraiment est venu résonner avec l'actualité politique et sociale française, parce qu'il y a une structuration historique qui en partie nous fait penser à ce qui s'est passé ici. Il y a eu des fronts populaires, comme en France, il y a un grand parti communiste, un grand parti socialiste, une grande centrale syndicale, la CUT, comme la CGT si vous voulez. Il y a eu un programme commun, qui ne s'appelait pas comme ça, mais c'était un programme commun finalement. François Mitterrand d'ailleurs regardera du côté du Chili d'Allende pour penser les coalitions de la gauche française. Et ensuite, la dictature, la répression, les lunettes noires de Pinochet, le Stade national ont vraiment imprégné les rétines au niveau global de l'opinion publique, mais particulièrement en France, puisque la France a reçu plus de 10 000 exilés politiques chiliens, chiliennes, qui ont été très actifs pendant des années pour la solidarité, la culture, la musique, la cuisine, mais surtout la solidarité avec ceux qui vivaient la répression là-bas. Et donc ils ont continué à alimenter une mémoire française sur l'expérience chilienne. Donc voilà, ce petit préambule étant fait, donc on va revenir à septembre 70, le 4 septembre 70. Salvador Allende, médecin, franc-maçon, socialiste, dirigeant de la gauche chilienne, est élu à la tête de ce qu'on appelait la Unidad Popular, l'unité populaire, qui est une coalition électorale mais politique entre le Parti communiste, un des plus grands PC latino-américains à l'époque, et le Parti socialiste, qui est un parti socialiste aussi très important, avec des dizaines de milliers de militants. Un parti socialiste qui est indépendant de l'international socialiste d'ailleurs. Et cette coalition socialiste-communiste propose au pays une voie chilienne au socialisme. La grande originalité donc, de ce projet, c'est qu'il faut le rappeler, on est en pleine guerre froide. Je n'ai pas lancé mon chrono, donc au lieu de lancer mon chrono, sinon je peux vous parler pendant des heures et vous allez avoir marre en bon amour. Et donc la proposition de cette gauche chilienne, c'est de s'inscrire avec une proposition originale en pleine guerre froide. Il faut rappeler, on est en 69-70, c'est évidemment la guerre froide, on est à un peu plus de 10 ans de l'expérience et de la victoire de la révolution cubaine. Il y a vraiment une onde de choc révolutionnaire dans tous les pays, à l'époque, qu'on appelle du tiers-monde, et particulièrement en Amérique latine. Il y a des débats sur la lutte armée, les guérillas, la résistance à l'impérialisme états-unien, et sur les voies de la révolution. Les voies au sens des chemins de la révolution.
Et dans ce débat stratégique des gauches communistes, socialistes, trotskistes, guevaristes, nationalistes révolutionnaires latino-américaines, la proposition d'Allende et de sa coalition, c'est de ne pas reproduire la stratégie de la lutte armée à la cubaine, c'est non plus de suivre de manière vraiment alignée le modèle de l'URSS, mais de trouver une voie originale de transformation radicale de la société chilienne qui affronterait à la fois les États-Unis et proposerait un horizon socialiste et révolutionnaire au peuple chilien dans un contexte original pour l'époque, celui de la légalité, une voie pacifique, non armée, qui passerait notamment par la victoire électorale et par une voie institutionnelle en fait. C'est vraiment important, peut-être que ça vous paraît très très éloigné cette discussion, mais à l'époque elle est centrale et surtout elle est très originale puisqu'elle rompt avec les canons de toute une partie de la gauche révolutionnaire qui disait jusque-là l'État il faut évidemment l'abattre et pour forger une voie révolutionnaire, ou alors il faut y aller très très graduellement, très très lentement avec un horizon socialiste qui arrivera très loin, de manière très lointaine. Allende dit non, notre horizon il est socialiste, mais on va le faire par la voie des urnes, des institutions, et en respectant la Constitution, sans prendre les armes. Moi, ce qui m'a intéressé, notamment le dernier petit bouquin là, qui vient de sortir, qui s'appelle « Découvrir la révolution chilienne », c'est justement de revenir à la révolution chilienne. Je vous dis ça parce qu'on a eu aussi un débat un peu agité avec l'éditeur, qui voulait surtout pas que le livre s'appelle « Découvrir la révolution chilienne ». Parce qu'il disait, oui, mais ce que tu dis là, en fait, c'est faux, puisque la révolution chilienne, elle est terminée par un coup d'État. Donc c'est une révolution qui n'a pas été jusqu'au bout, donc c'est pas vraiment une révolution. Et moi, je pense que si, il y a un processus révolutionnaire dans ces années Allende, 70-73, qui a été écrasé effectivement par un coup d'État, mais moi, c'est ça qui m'intéresse depuis 25 ans, en fait. J'ai fait ma thèse aussi sur les formes d'auto-organisation ouvrière, notamment sous Allende. C'est la fête révolutionnaire. Au sens de, vous connaissez peut-être un grand livre de l'historienne française Mona Ozouf sur la fête révolutionnaire de la Révolution française. Et voilà, c'est cet enthousiasme populaire que va déclencher cette élection de Salvador Allende au sein des classes subalternes de la société chilienne, qui voit en fait s'ouvrir un horizon possible d'une transformation, d'une démocratisation d'une société. Donc il faut rappeler qu'elle est extrêmement oligarchique, inégalitaire, alors que le Chili est très riche en ressources. C'est la première réserve de cuivre au monde, mais cette première réserve, elle est aux mains des États-Unis, sous la coupe de l'impérialisme états-unien. Et donc on a un pays très riche en ressources, comme très souvent d'ailleurs, mais une société profondément appauvrie et inégalitaire. Voilà par exemple le panorama que vivent des centaines de milliers de Chiliens, de Chiliennes à l'époque, ou dans les poblaciones callampas, qu'on appellerait ici de manière un peu approximative bidonville. Voilà, ils vivent dans des conditions où il n'y a pas accès à l'eau, pas d'électricité, parfois pas d'accès aux services les plus basiques, l'école primaire par exemple. On n'a pas de sol, le toit c'est soit du bois, soit de la tôle. Et à la campagne, on a des relations sociales qui sont quasiment féodales dans certains coins du Chili. Donc voilà, l'arrivée d'Allende avec sa proposition de transformation, de démocratisation, elle vient faire émerger un enthousiasme populaire qui va se consolider au fil de ces 3 années, de ces 1000 jours d'unité populaire. Le programme d'Allende, il est à la fois radical et en même temps réformiste, et revendiqué comme tel, c'est-à-dire qu'il part de l'idée de réforme à partir de l'État pour commencer à transformer la société, mais des réformes radicales. Premièrement, la nationalisation du cuivre, donc reprendre la souveraineté sur la ressource centrale du pays, le cuivre. 25% du cuivre mondial est au Chili, encore aujourd'hui. On pourrait parler du lithium aussi. Aujourd'hui, le Chili a la plus grande réserve de lithium de la planète avec la Bolivie. Étatisation du secteur bancaire. Allende, en moins d'1 an, va nationaliser 90% de la banque. Donc c'est quand même assez musclé comme réforme. François Mitterrand est bien en dessous de ce point de vue-là.
Une réforme agraire dite intégrale, c'est-à-dire on va liquider la grande propriété foncière, et ça c'est vraiment une réforme fondamentale de démocratisation de la société chilienne, de remettre en cause l'oligarchie terrienne, les grands latifundios. Nationalisation des grandes entreprises, au moins 90 grandes entreprises, et un affrontement ouvert direct avec l'impérialisme nord-américain, enfin états-unien pour être plus exact. Allende, il est élu, mais au premier tour, mais il n'y a qu'un seul tour à l'époque, avec la Constitution de 1925, et il est élu tout en étant minoritaire, avec 36,6% des voix. Et donc c'est assez facile de comprendre que d'entrée, il y a une difficulté, une contradiction dans cette équation politique. La proposition d'Allende, c'est une voie pacifique, institutionnelle au socialisme, mais il n'a pas le contrôle des institutions. Il a l'exécutif, effectivement, mais il est minoritaire au Parlement, il contrôle à peu près 40% du Parlement. Le système judiciaire lui est très largement hostile, sans même parler d'autres instances de contrôle, qui est la Cour des comptes par exemple, où il y a vraiment des magistrats qui sont radicalement opposés à la gauche. Et on pourra aussi détailler le système médiatique. El Mercurio, par exemple, est aux mains des conservateurs, mais presque toute la presse est aux mains des conservateurs au Chili. Donc voilà, d'entrée, il y a quand même des grosses difficultés sur le chemin d'une transformation pacifique institutionnelle. La réforme agraire, on l'oublie parfois, c'est peut-être la réforme la plus radicale de cette période. C'est celle qui va transformer le plus profondément la société chilienne, puisqu'en presque 1 an et demi, la grande propriété est liquidée au Chili. Et c'est vraiment une transformation très très profonde d'une société rurale, oligarchique, qui va redistribuer, avec des contradictions, des difficultés, mais qui va redistribuer la terre aux paysans sans terre ou aux petits paysans, et aussi au peuple mapuche, le principal peuple autochtone du sud du pays. Vous avez au centre là des femmes mapuche qui défilent pour revendiquer la terre. Et ça, c'est vraiment une réforme très très profonde qui va marquer l'imaginaire d'ailleurs des Chiliens et des Chiliennes jusqu'à nos jours. C'est une des réformes agraires les plus radicales avec la cubaine et la mexicaine du 2e, 20e siècle latino-américain. L'autre grande réforme qui aussi marque la période, évidemment, c'est la nationalisation du cuivre. Et c'est une nationalisation qui va se faire à l'unanimité du Congrès, c'est-à-dire que même les secteurs conservateurs vont terminer par voter cette nationalisation. C'est une nationalisation en plus qui va se faire sans indemnité, donc c'est une expropriation, si vous voulez, des biens des grandes multinationales états-uniennes. Vu qu'Allende était un légaliste jusqu'au bout, il va mobiliser des juristes qui vont calculer combien les États-Unis ont volé en termes fiscaux, en termes d'extraction. Il va terminer par leur dire, voilà la note, c'est vous qui nous devez de l'argent. On exproprie, en plus vous nous devez de l'argent, et c'est légal. Donc là, on est bien dans la philosophie d'Allende, dans des réformes radicales qui essaient de s'inscrire dans la légalité. La révolution, ou ce processus révolutionnaire, pour être plus exact, c'est aussi un processus révolutionnaire qui est culturel. Là, vous connaissez peut-être les grands groupes de musique, la Nueva Canción Chilena, la nouvelle chanson chilienne, qui vont accompagner cette politisation des classes populaires chiliennes, notamment la grande figure de Víctor Jara, militant communiste, qui est assez connu en France, qui sera d'ailleurs ensuite arrêté et assassiné dès le coup d'État. On vient d'ailleurs d'arrêter il y a 1 mois et demi, donc plus de 50 ans après, vous voyez un peu, les responsables de l'assassinat de Víctor Jara. Il n'a pas eu les mains tranchées, comme le mythe populaire le dit. On lui a cassé les doigts pour pas qu'il puisse jouer de la guitare. Et ensuite, il a été assassiné. Donc ça aussi, moi, ça m'intéresse beaucoup. On peut y revenir si vous voulez. J'ai pas le temps de détailler, mais voir que c'est tous les champs qui sont impactés par ce processus révolutionnaire. C'est le théâtre, la musique, les médias, le cinéma. Vous avez peut-être vu, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille de le voir, le grand film documentaire de Patricio Guzmán, La bataille du Chili, qui est en ce moment en accès libre, et profitez-en, parce que c'est pas toujours, en accès libre sur arte.tv. Vous pouvez voir La bataille du Chili, donc ça dure 4h30, mais c'est en 3 tomes.
c'est comme vous replongez en fait dans ce Chili des années 70-73. Et ça montre bien à quel point il y a une ébullition collective de mobilisation avec cet horizon socialiste ou révolutionnaire d'une partie, et finalement que d'une partie, mais une partie importante de la société, notamment du mouvement ouvrier organisé, du mouvement paysan, des femmes des classes populaires, de la jeunesse étudiante, qui se prend à rêver d'un autre Chili possible. Un autre élément, c'est ne jamais oublier le rôle de l'Église dans ces moments de transformation radicale de la société. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'Église, elle aussi, est impactée par la Révolution. C'est tout l'Amérique latine, hein, avec la théologie de la libération, mais le Chili en particulier, avec des mouvements comme les chrétiens pour le socialisme, qui revendiquent un horizon révolutionnaire, avec l'idée que le capitalisme, c'est le péché fondamental sur la Terre, que la seule manière d'être véritablement chrétien et catholique, c'est d'être anticapitaliste et d'être révolutionnaire, puisque le capitalisme détruit la nature, mais aussi aliène les êtres humains. Et donc ce mouvement des catholiques révolutionnaires est vraiment fondamental pour comprendre l'impact du mouvement révolutionnaire chilien. Il va d'ailleurs intégrer la coalition au pouvoir. Il y a des secteurs de la vieille démocratie chrétienne qui rompent avec elle et vont du côté de la gauche. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est pas seulement les organisations marxistes communistes ou marxistes socialistes qui adhèrent à cet idéal socialiste, mais c'est aussi d'autres secteurs de la société, notamment une frange des chrétiens qui adhèrent à cette perspective, sans adhérer au marxisme, qui est profondément athée pour eux, mais en adhérant à l'idéal de la construction d'une autre société débarrassée de la tutelle états-unienne et du capitalisme. Là aussi, vous vous en doutez, ce projet de révolution démocratique, légale, non armée, va créer immédiatement des alarmes du côté de Washington, qui voit vraiment ses intérêts menacés directement dans ce petit pays, hein, qui est un petit pays à l'époque de moins de 11 millions d'habitants, mais qui a des réserves stratégiques pour les États-Unis. Et donc, ce cher Richard Nixon, immédiatement, fait tout ce qui est en son pouvoir pour déstabiliser cette expérience. Déjà pour empêcher Allende d'arriver au pouvoir. Il va assassiner le chef d'état-major René Schneider dès 69. Et il va activer les services secrets, la CIA en particulier, pour prendre contact avec les secteurs putschistes, les secteurs réactionnaires, pour financer la presse conservatrice. Et là, on a toutes les archives déclassifiées qui montrent le degré d'interventionnisme des États-Unis au Chili pour empêcher cette expérience, pour la boycotter au plan économique international, pour empêcher l'exportation du cuivre, pour empêcher l'accès au crédit international, et pour déstabiliser l'économie, et même ça passe par des assassinats politiques, par des sabotages, par le financement de groupes fascistes, parce qu'il y a liberté notamment. Et là vous avez ce cher Henry Kissinger, qui est un criminel de guerre qui aura le prix Nobel de la paix en 1976 pour ses bonnes œuvres au Vietnam. L'action de Kissinger et Nixon est fondamentale pour comprendre l'échec de l'expérience chilienne, même s'il ne faudrait pas résumer la défaite à une sorte de manipulation à distance des États-Unis. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les États-Unis vont s'appuyer sur des acteurs nationaux, des acteurs chiliens. Alors, l'autre élément intéressant, c'est qu'il faut voir qu'on a la coalition qui est au pouvoir, mais il y a d'autres acteurs politiques, évidemment. Par exemple, la gauche révolutionnaire, le mouvement de la gauche révolutionnaire, que vous connaissez peut-être, qui est un peu connu en France, parce qu'il y a eu de très nombreux exilés politiques du MIR qui sont venus ici, à Toulouse, à Grenoble et à Paris, évidemment. Le MIR, c'est une jeune organisation guévariste qui pense qu'il faut passer par la lutte armée pour accomplir la perspective révolutionnaire. Il critique très fortement Allende pour son aspect réformiste, démocratique bourgeois. Il pense que Allende est une avancée réelle
dans la perspective de la transformation du Chili, mais que la voie légale est impossible. Et d'entrée, ils diront il faut se préparer au coup d'État, il faut se préparer à la lutte armée, parce que jamais les forces armées, les États-Unis n'accepteront une voie légale au socialisme. En ce sens, ce petit parti très récent, qui est né en 65, avait quand même certaines intuitions qui, en partie, se sont confirmées. Après, ils se sont trompés sur d'autres choses. Par exemple, ils ont même boycotté l'élection de 62-70 pour ensuite se raviser et devenir une sorte de soutien critique à Allende. Ils fourniront même, dans un premier temps, sa garde rapprochée au président de la République. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la dynamique sociale qui s'enclenche dans cette période, notamment à partir de 71. Il faut voir que le champ politique, il est divisé en trois au plan électoral. Allende et sa coalition, c'est un tiers des voix. Au centre, on a la démocratie chrétienne, qui est un grand parti de gouvernement, qui avait gouverné juste avant Allende. Un autre tiers. Et un autre tiers, c'est la droite traditionnelle conservatrice et libérale. Donc, politiquement, finalement, la gauche est quand même dans une situation pas forcément très confortable. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fur et à mesure, dans la première année qu'avancent les réformes, l'augmentation des salaires, la nationalisation des grandes entreprises, la nationalisation du cuivre, la gauche parvient à consolider une base sociale, y compris électorale. Par exemple, en 71, il y a des élections municipales, la gauche rafle 50% des voix. Donc on voit qu'il y a la possibilité, y compris, de gagner une majorité politique dans le pays sur la base de ces réformes radicales. Cette consolidation, elle est aussi sociale et populaire en termes d'organisation par en bas. Ce qu'un grand historien, Peter Wynne, a appelé la révolution par en bas chilienne. C'est-à-dire, on voit dans les entreprises, à la campagne, dans les poblaciones, dans les quartiers populaires, se multiplient des formes d'auto-organisation pour contrôler la production, organiser le ravitaillement, la réforme agraire, essayer d'aller un peu plus loin que ce qui était proposé par Allende. Et c'est ça qui donne un peu le moteur à cette expérience sociale et politique. C'est là-dessus, moi, que j'ai travaillé en particulier. Alors, on pourra y revenir. Là, vous avez une belle photo de Cardoso qui montre une travailleuse textile. On est dans un Chili qui a une certaine capacité industrielle à l'époque. C'est un pays semi-industrialisé. Je dis ça parce que pour un Chilien du 21e siècle, ça paraît complètement étonnant. Aujourd'hui, le Chili a zéro industrie. Tout a été liquidé par la dictature et le néolibéralisme. Tout est importé de Chine. Alors qu'à l'époque, on a au Chili une industrie textile, une industrie de l'acier, une industrie de la transformation de certains minerais. On produit des chaussures, des vêtements. Sous Allende, on est même capable de produire des télés, des lave-linges, etc. Donc il y a une certaine capacité nationale, industrielle, qui aujourd'hui n'existe absolument plus. Et donc il y a un prolétariat industriel qui est un peu le cœur de la lutte politique à ce moment-là. Il y a une classe industrielle ouvrière très organisée, très syndiquée et très politisée. Là, je vous renvoie au film de Guzman, c'est complètement étonnant. Il fait des entretiens dans les usines, et vous voyez que dans les usines, on parle géopolitique, on parle perspective du programme gouvernemental. Vraiment, la politique est partout, et au sein, à la base de la société, elle est là. Évidemment, la démocratie chrétienne est aussi dans les usines. Donc c'est pas seulement la gauche qui est dans les usines. Il y a des débats très forts entre démocrates chrétiens, socialistes, communistes, miristes, et parfois même des affrontements importants au sein de cet espace. Cette auto-organisation passe aussi par les cordes industrielles. Ces cordes industrielles, c'est des formes de coordination syndicale qui vont vraiment être au cœur de la machine des luttes populaires de cette époque-là. Je ne détaille pas, un de mes bouquins est consacré à ça, mais en fait, c'est un peu la forteresse pour défendre l'expérience Allende. En octobre 72, quand une partie du patronat, des professions libérales, des camionneurs se mettent en grève pour faire chuter le gouvernement Allende, c'est grâce aux cordes industrielles, grâce aux expériences de ravitaillement, par exemple, on réquisitionne des tracteurs pour les transformer en transport public, on réquisitionne des camions
qu'on empêche le gouvernement d'être complètement paralysé. La CIA à l'époque double le salaire des camionneurs en grève. Donc un camionneur en grève gagne 2 fois plus que quand il travaille. Donc évidemment, ça facilite la grève. Les secteurs patronaux aussi, vraiment, parient sur le boycott de l'économie chilienne, la paralysie de l'économie chilienne. Mais grâce à l'organisation par en bas, on arrive à freiner et à mettre en déroute cette tentative. La question du ravitaillement aussi est au cœur de la bataille politique. On voit que la bataille politique passe aussi par la vie quotidienne, en fait, par la production, le marché noir. Le marché noir devient une arme de destruction massive pour le gouvernement Allende. On spécule et on organise la faim, d'une certaine manière, contre le gouvernement. Vous avez les queues qui s'allongent. Il y a aussi des problèmes de gestion de la part du gouvernement, de l'hyperinflation, qui fait beaucoup de mal à cette expérience. Le débat au sein de la gauche autour du poder popular, du pouvoir populaire, prend de l'ampleur, et c'est une question stratégique évidente, c'est finalement, est-il possible de construire le socialisme à travers l'État? C'est ça la question que pose le Chili. Allende pensait qu'au travers des réformes d'État, peu à peu, on allait détruire le capitalisme. Et c'est un débat intense qu'il y a au sein de la gauche. D'autres secteurs disent non, c'est pas possible, il faut créer des formes de communal, un nouvel État, de nouvelles institutions qui soient basées sur le contrôle ouvrier, sous l'auto-organisation, etc. Un autre aspect, moi, qui me paraît très intéressant, c'est que ces périodes-là, il ne faut pas croire que c'est seulement le mouvement ouvrier, le syndicalisme ou les gauches qui occupent l'espace public. En fait, dans ces moments de polarisation, de politisation de masse, tout le monde commence à occuper la rue, et notamment les secteurs conservateurs. Là, vous avez les femmes conservatrices qui ont fait des manifs en tapant sur leur casserole vide pour dénoncer la politique économique qu'elles jugent désastreuse de Allende, pour dénoncer l'hyperinflation, pour dénoncer les queues au moment où il faut acheter du lait ou du beurre. Et vous voyez, on ne voit pas très bien, mais c'est des manifs de masse. Et parfois, il y a 600 000 femmes qui défilent dans les rues pour dénoncer la politique d'Allende. Donc il y a vraiment une massification de la politique de tous les côtés. Il y a aussi une polarisation politique. De plus en plus, les positions sont en conflit au fur et à mesure que la lutte sociale, la lutte de classe, on pourrait dire, s'intensifie. Et ça, évidemment, il y a une compréhension progressive, mais à partir de 1972, elle est claire, que pour l'opposition Allende, il faut faire bloc et aussi occuper la rue. La démocratie chrétienne, qui était au centre de l'échiquier politique, peu à peu se radicalise, se déporte sur la droite, en même temps que les classes moyennes d'ailleurs. Et donc pour la droite conservatrice, il y a la capacité à créer un bloc d'opposition très fort à Allende, de plus en plus en lien d'ailleurs avec des groupes paramilitaires, notamment Patria Libertad, et en gros en appuyant sur les contradictions de cette expérience. Donc, bon, je ne vais pas développer, si vous voulez, on pourra revenir dessus tout à l'heure. On peut dire qu'il y a 3 moments. La première année, c'est une étape d'enthousiasme populaire, tout va bien, l'économie se développe, Allende triple le salaire minimum, la consommation explose, on voit l'économie qui progresse, les nationalisations sont approuvées très largement, les élections confirment la gauche municipale au plan démocratique. À partir de 1972, il commence à avoir des contradictions, des difficultés, et puis c'est l'épreuve de force d'octobre 1972, on essaie de bloquer l'économie, et l'année 1973, en gros, c'est le chemin vers le coup d'État. Le coup d'État est dans toutes les têtes, tout le monde sait qu'il va arriver, la question c'est comment l'affronter et comment y faire face pour Allende, mais aussi pour le mouvement populaire. Ce qui est intéressant de l'expérience chilienne, et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, réfléchir même pour aujourd'hui, c'est le rôle des médias. Comment la machine médiatique crée de l'opinion publique et prépare les esprits au coup d'État. Et ça, c'est un travail qui est fait, il y a une compréhension très claire, notamment des États-Unis,
qu'il ne peut pas avoir de coup d'État réussi si avant on n'a pas préparé pendant de longs mois la population chilienne à la nécessité inéluctable du coup d'État. Donc là, il y a des livres, des thèses là-dessus, c'est très bien décortiqué aujourd'hui. Donc il y a vraiment un matraquage médiatique sur l'idée que finalement les seuls qui peuvent sauver la patrie sont les forces armées, face au chaos, face aux marxistes, face au socialisme, etc. Et c'est pour ça que la CIA va investir plusieurs millions de dollars dans une campagne médiatique qui va préparer les esprits. Vous avez par exemple là, Poder Popular, moi c'est le pueblo de Chile, donc le pouvoir populaire, c'est pas le peuple du Chili, avec cette idée qu'il y a une illégitimité du gouvernement Allende et peu à peu renvoyer Allende à une illégalité. Donc au Parlement, en permanence, on essaie de le destituer, de le présenter comme quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution ou les lois. Et enfin, le dernier aspect, c'est celui qui est toujours déterminant dans ces cas-là, c'est celui de l'usage de la force et de qui va être capable d'affronter ou pas les forces armées. Tous les grands processus révolutionnaires du XXe siècle sont passés par ce moment-là. Au Chili, le pari de la gauche chilienne, justement, c'était qu'on allait éviter une intervention des forces armées, ou plutôt que les forces armées seraient respectueuses de l'engagement et du suffrage universel. C'est le pari central d'Allende, il va le maintenir jusqu'à la fin. Il pense que, bien entendu, Allende, il n'est pas du tout ingénu ni innocent. Il sait qu'au sein des forces armées, il y a des secteurs qui sont favorables au coup d'État. Mais du fait de la tradition, de ce qu'ils appellent la tradition constitutionnaliste des forces armées, ils pensent qu'ils pourront toujours avoir une majorité qui empêchera ce coup d'État. En fait, dès 1972, on voit les forces armées appliquer une loi de contrôle sur les armes qui lui permet de commencer la répression en démocratie, si vous voulez, de commencer la répression sous Allende. Là aussi, il y a des études beaucoup plus fines. Maintenant, c'est pas que il y a le coup d'État avant-après. En fait, non, c'est une lente dégradation des conditions politiques et une montée en force de l'intervention des forces armées dans le jeu politique, qui aboutit au coup d'État. Mais dès 1972, on voit les militaires dans la rue, les militaires dans les usines, et Allende n'a pas la capacité d'empêcher ces interventions. D'autre part, la gauche, Allende, choisit d'essayer de créer des gouvernements d'unité nationale en intégrant les militaires au gouvernement. Ce qu'on a oublié très souvent ici en France. Il y a eu 2 gouvernements civils militaires sous Allende, dès la fin 72, et ensuite, après la tentative de coup d'État de juin 73, Allende dit « Pour reprendre le contrôle, il faut avoir les forces armées avec nous. Les forces armées sont légalistes et constitutionnalistes, donc elles sont le meilleur rempart contre le coup d'État. » Ce qui peut paraître aujourd'hui paradoxal, puisqu'on sait la suite. Mais à l'époque, par exemple, celui qui est au centre, là, le général Prats, c'est un légaliste, c'est un constitutionnaliste, qui a toujours défendu la Constitution. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il sera assassiné par Pinochet en 1974 à Buenos Aires. Donc il y a effectivement des légalistes au sein des forces armées. Mais peu à peu, ils sont marginalisés, et c'est l'autre secteur qui prend le dessus. Voilà, ce qui est dramatique, c'est peut-être cette image-là. On est à quelques jours du coup d'État. On est en train de fêter les 3 années de l'unité populaire, le 4 septembre 1973. Et vous voyez le niveau de mobilisation à Santiago. 4 jours plus tard, le 8 septembre, il y aura jusqu'à 600, 700 000 personnes qui vont défiler sous le balcon du palais présidentiel pour défendre cette expérience, pour revendiquer cette expérience. Certains demandant y compris des armes pour défendre le gouvernement constitutionnel. Mais en fait, là, on est seulement à quelques jours du coup d'État. La gauche est complètement à ce moment-là dans une impasse, elle est paralysée. L'option légaliste d'Allende est complètement bloquée au Parlement. Il n'arrive plus à manœuvrer, à créer des majorités, puisque la démocratie chrétienne refuse de négocier. Et d'autre part, l'option qui était celle du MIR, de la lutte armée, apparaît complètement inatteignable. Une grande majeure partie de la population ne veut pas rentrer dans un processus de guerre civile. Donc voilà, ces images, elles sont très connues aujourd'hui. Le président constitutionnellement élu qui a défendu la voie légale au socialisme meurt paradoxalement
les armes à la main, dans le palais présidentiel, en affrontant les militaires. C'est un peu, il y a un beau texte de Gabriel García Márquez qui souligne ce paradoxe, finalement. Et donc, Allende se suicide à la Moneda. Bon, il se suicide, c'est la théorie, c'est la thèse, en tout cas majoritaire, et confirmée par 2 fois par des médecins légistes. Mais qu'il se suicide ou qu'il soit assassiné, finalement, ça ne change rien à l'histoire. Allende avait d'ailleurs annoncé à l'avance qu'il partirait les pieds devant du palais présidentiel, que personne ne pourrait le sortir vivant de ce palais, puisqu'il avait été élu par le peuple. Et là, c'est le début de 16 années de dictature, et c'est donc Pinochet qui a été nommé par Allende lui-même chef des forces armées, puisqu'il avait une réputation de général légaliste qui prend la tête du coup d'État. Et ça, c'est l'autre paradoxe de cette expérience-là. Pinochet, évidemment, il a une intelligence de l'opportunité, il comprend que c'est le moment, soit il sort de l'histoire, soit il devient le chef du putsch, et il choisit la seconde option, évidemment. Bon, là, vous avez des images qui ont fait le tour du monde par la suite, et qui ont participé à faire connaître la répression de la dictature. Officiellement, on parle de 3300 personnes assassinées ou détenues disparues, dont on n'a pas retrouvé les corps, donc, jusqu'à aujourd'hui. 42 000 personnes torturées et 400 000, 500 000 personnes exilées. Ça, c'est les chiffres des commissions de vérité et réconciliation. Les historiens, eux, parient sur plutôt 5 000 personnes assassinées et beaucoup plus de personnes torturées. Pinochet, sa cape, qui donnera... vous avez vu La Guerre des Étoiles, Dark Vador, mais en fait, Lucas, vous n'avez pas vu La Guerre des Étoiles? C'est pas possible. Je vois la personne la plus jeune de la salle qui dit qu'il n'a pas vu La Guerre des Étoiles. En fait, Lucas, dans la réalisation de La Guerre des Étoiles, va s'inspirer du personnage de Pinochet, et notamment son obsession pour avoir des capes sur le dos, des lunettes noires, etc., pour créer ce personnage de Dark Vador. Donc à ce moment-là, Pinochet il vient incarner ce qu'est l'autoritarisme et les dictatures latino-américaines. On connaît bien mieux Pinochet que les juntes militaires boliviennes, paraguayennes, uruguayennes. Si je vous demande dans la salle de me citer le nom des dictateurs uruguayens, vous ne saurez sûrement pas. Si je vous demande le Chili dictature, tout le monde va savoir que c'est Pinochet. Pinochet aussi, ce qu'il arrive à construire, c'est une dictature unipersonnelle. Il va se maintenir au pouvoir pendant les 16 années de dictature, 16-17 années, à la différence de ce qui se passe en Argentine, par exemple, où il y a une rotation des juntes militaires. Et surtout, le Chili, c'est le tournant néolibéral, les Chicago Boys, qui vont transformer radicalement le Chili en laboratoire du néolibéralisme. Alors moi, ce que je vous propose, puisque d'une part le temps est compté, et puis ça serait laborieux de faire encore 50 ans d'histoire, c'est de faire un saut dans le Chili actuel. Il faut voir les échos et la réalité du pays aujourd'hui. La transformation du Chili à partir de 1975, le tournant néolibéral, c'est 1975. Il y a un très bon bouquin, un peu connu quand même ici en France, de Naomi Klein, qui s'appelle La stratégie du choc et le capitalisme du désastre, et qui montre à quel point le Chili est le laboratoire du néolibéralisme à l'échelle planétaire. Avant même l'expérience Reagan, avant Thatcher en Angleterre en 79, avant le tournant de la rigueur de 83 en France, etc. Évidemment, la France, elle a un tempo, une chronologie différente par rapport au néolibéralisme, mais finalement, le monde tel qu'on le vit aujourd'hui, on peut le dire, il est rentré dans le néolibéralisme, et d'une certaine manière, il est rentré dans le néolibéralisme avec le Chili de 75. Sauf qu'au Chili en 75, ça se fait en dictature, les syndicats sont écrasés, la presse est censurée, les partis d'opposition sont interdits, le Parlement est fermé. Donc la stratégie du choc des Chicago Boys, elle est radicale, elle est ultra rapide. Ils peuvent appliquer des mesures qui étaient impossibles d'appliquer dans un contexte démocratique. Parce que ça aurait généré des résistances, des oppositions.
Et donc, en ce sens, le Chili est véritablement le laboratoire du tout capitalisme néolibéral. On privatise les retraites, elles sont capitalisées. Toutes les retraites, sauf celles des militaires, comme par hasard, les militaires gardent leur petite cagnotte par répartition, mais tout le reste est capitalisé, et c'est un désastre aujourd'hui. La santé est en très grande majeure partie marchandisée, les transports, l'éducation est municipalisée, donc les communes pauvres, une éducation pauvre, les communes riches, une éducation riche, et surtout, elle est en partie, elle aussi, privatisée. Les universités deviennent une marchandise, etc. C'est ce modèle-là qui transforme radicalement le Chili. Il y a un sociologue très connu au Chili, Thomas Mullan, il dit « On est face à une nouvelle révolution, mais c'est une révolution capitaliste. » Alors évidemment, strictement, c'est une contre-révolution. On réprime, on va écraser une génération entière de syndicalistes, de militants des droits humains, la gauche est éparpillée ou est écrasée. Mais c'est une révolution au sens de la transformation des relations sociales, des relations de l'État avec la société. C'est un nouveau pays qui naît. Et d'ailleurs, si vous parlez avec des exilés chiliens, qui très souvent n'ont pu retourner au Chili que 16 ans, 17 ans après, quand ils arrivent au Chili, en fait, ils ne savent plus où ils sont. C'est plus leur pays, en fait. C'est un autre pays qui a été complètement transformé dans ses relations les plus moléculaires, dans ses relations individuelles. La fabrique de l'homme endetté, la fabrique de l'homme et la femme néolibérale, c'est ce que produit la dictature Pinochet. 89-90, c'est la transition, la sortie de la dictature, et elle se fait dans un contexte où finalement ceux et celles qui défendaient une option de sortie radicale contre la dictature ont été défaits. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Au sein de l'opposition, au sein du mouvement populaire chilien, qui continue à lutter. En 83, 84, il y a des grandes manifestations contre Pinochet. Il y a les mobilisations des familles de détenus disparus. Il y a les renouveaux des luttes syndicales, notamment des mineurs contre la dictature. Et puis il y a le Parti communiste et le MIR qui disent qu'il faut affronter directement la dictature par la mobilisation populaire, mais aussi par des formes de résistance armée. Cette résistance-là, elle a été finalement défaite, notamment après 86. L'attentat contre Pinochet est loupé. Et donc, ce sont les secteurs les plus modérés de l'opposition qui vont prendre la main, qui vont choisir de négocier avec la dictature. Donc la transition démocratique chilienne, c'est une transition dite pactée, négociée. On négocie avec la junte militaire, on négocie avec les civils, avec les partis de la dictature, pour aller très graduellement vers l'ouverture du régime et la démocratisation du système politique chilien. C'est le référendum de 88 qui est gagné contre Pinochet, non à Pinochet, mais seulement 54% des personnes disent non à Pinochet. Il y a un gros 40% qui continue à dire oui à Pinochet. Donc la société chilienne, elle est profondément divisée. La dictature chilienne, il faut toujours le rappeler, a une vraie base sociale. Ce n'est pas seulement de la coercition. Il y a des millions de personnes qui vouent un culte à la figure du général, pensent que la dictature a modernisé l'économie, que le néolibéralisme a permis d'accéder à des biens qui étaient inaccessibles jusque-là, etc. Et la négociation, elle se fait à un prix très élevé. La constitution de Pinochet, finalement, est maintenue, celle de 1980. Le code du travail de 1979 est maintenu. La loi d'amnistie de 1979, qui amnistie les militaires, est reconnue par les tribunaux jusqu'en 1998. Pinochet lui-même reste chef des forces armées en démocratie, jusqu'à 1998. Vous imaginez le scénario. C'est comme avoir Franco qui reste à la tête de l'armée, alors que vous avez Felipe González qui est au gouvernement. Donc, il y a ce que les sociologues appellent des enclaves autoritaires, des héritages autoritaires qui continuent à modeler finalement la société chilienne. Et le vrai héritage, c'est le modèle économique. Toutes les élites, qu'elles soient de centre-gauche ou de droite, finissent par intégrer que le néolibéralisme est le seul horizon possible pour la société chilienne. Et donc ceux qui vont gouverner le Chili de 90 à 2010, socialistes et démocrates chrétiens, ensemble, ils vont essayer d'améliorer les conditions de la pauvreté, ils vont essayer de reconstruire très faiblement certains services publics, mais sur le fond,
ils adhèrent au néolibéralisme. Et ça, c'est une vraie victoire idéologique de la dictature, finalement, que même le centre-gauche, notamment le Parti socialiste, le parti d'Allende, finit par adhérer complètement à l'idéologie néolibérale. Ah, ça s'explique, c'est ce qu'on appelle la rénovation socialiste, durant l'exil politique, notamment au contact du PSOE espagnol. Il y a une conviction de plus en plus forte au sein des élites socialistes chiliennes que finalement, cette nouvelle manière de faire de l'économie, c'est la seule qui vaille, puisqu'elle produit de la modernisation, de la croissance. Le Chili, c'est le jaguar de l'Amérique latine à l'époque. C'est 4, 5, 6, 7% de croissance macroéconomique par an. C'est le pays qui atteint les 20 000 $ par tête, le premier. C'est le premier pays qui rentre dans le club très fermé de l'OCDE. Donc ça, c'est ça la face, disons, triomphante du néolibéralisme chilien, qui a convaincu une partie des élites, une grande partie des élites chiliennes. Mais ce qu'il y a derrière ça, cette démocratie, c'est de profondes inégalités sociales, parmi les plus importantes de l'Amérique latine, voire de la planète. C'est la destruction de l'environnement, c'est un modèle extractiviste dévastateur, basé sur la destruction de la forêt primaire, sur l'exploitation des ressources minières, sur le saccage des terres des peuples autochtones, sur la répression des revendications des peuples autochtones, les conditions de travail, l'endettement, etc., etc. Et donc, à partir de 2007-2008, et encore plus fortement à partir de 2016, on voit émerger une nouvelle génération qui n'a pas connu la dictature et qui dit on n'en peut plus. On n'en veut plus de ce modèle de démocratie néolibérale, violente, inégalitaire, extractiviste, écocide. Au Chili, on parle même des zones de sacrifice. Les zones de sacrifice, c'est des zones entières, des territoires entiers qui sont sacrifiés pour le développement économique et sont assumés tels quels. Donc cette nouvelle génération, notamment les féministes, là le mouvement féministe chilien va être un des plus puissants de l'Amérique latine avec l'Argentine, qui vont commencer à remettre sur le devant de la scène non seulement la critique du patriarcat, non seulement la question de l'avortement, donc non seulement la question des violences sexistes et sexuelles, mais aussi la question du modèle néolibéral, la question des droits des peuples autochtones et des femmes autochtones. Il y a des nouvelles mobilisations sociales qui, finalement, se multiplient à cette époque et qui vont aboutir à la grande révolte d'octobre 2019, qui peut-être vous avez suivi, puisqu'elle a eu quand même des échos médiatiques importants. Vous avez cette consigne qui va faire le tour de la planète, Chili despertó, donc le Chili s'est réveillé. Comme si le Chili avait été endormi, enfin, d'abord écrasé par la dictature, et ensuite endormi par la démocratie néolibérale. Où au Chili, on parlait de la démocratie des consensus. Dès qu'il y avait une grève, dès qu'il y avait une mobilisation, c'était analysé comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité du pays. Et c'est ça qui explose en 2019. La jeunesse dit, c'est une révolte en fait, une révolte populaire, mais en particulier de la jeunesse, de cette génération qui n'a pas vécu la dictature, qui se mobilise au travers des réseaux sociaux, qui se mobilise d'abord sur la question du prix du ticket de métro, mais qui très rapidement va élargir cette demande à tout ce qui a émergé pendant ces années-là. Les retraites privatisées, les demandes très très fortes. En 2011, il y a un immense mouvement étudiant en Chili qui va durer 10 mois. 10 mois d'université occupée. Donc le Mirail à côté, moi je suis au du Mirail, c'est petits joueurs, quoi. Pendant 10 mois, ils vont occuper les universités sur cette question de la marchandisation de l'éducation. Les féministes, la santé, tout ça finalement se retrouve en 2019 avec beaucoup de rage aussi, beaucoup de violence. On va brûler des métros, s'affronter à la police. Mais la violence est avant tout celle d'État. On a à l'époque un gouvernement de droite, le gouvernement Piñera, c'est un gouvernement type Berlusconi si vous voulez, c'est un multimillionnaire qui s'est enrichi en dictature et qui se retrouve élu pour la deuxième fois, et qui va vraiment tenter d'écraser cette mobilisation populaire,
avec plus de 450 mutilés oculaires. C'est intéressant d'ailleurs, c'est un parallèle direct avec les Gilets jaunes en France. La mutilation oculaire devient une des marques de la répression d'État, mais à une échelle XXL. Hein. Sur une population de 16 millions d'habitants, on a 450 mutilés oculaires, alors qu'en France, sur 75 millions d'habitants, on a déjà beaucoup, mais autour de 50 mutilés oculaires. Cette répression, elle est aussi judiciaire. On a des milliers de personnes qui vont être arrêtées. Certains vont passer un an et demi en préventive avant d'être relâchés. Donc voilà, c'est une répression d'État. On va redéployer les militaires dans la rue pour la première fois depuis la dictature. Et ça va avoir un effet de mobilisation et d'électrochoc dans la société, si bien que les parents et même les grands-parents se mettent à se mobiliser en soutien à cette grande révolte populaire. Alors, le paradoxe, et là je donne seulement quelques éléments et on pourra ensuite ouvrir pour le débat, c'est que la grande mobilisation d'octobre 2019, elle a réouvert les possibles finalement dans un Chili qui paraissait englué dans les héritages autoritaires et dans le modèle néolibéral. Sous la pression de cette mobilisation, les partis traditionnels, qui sont complètement décrédibilisés au Chili, hein, les institutions sont au plus bas dans les sondages, l'Église catholique avec des affaires de pédophilie, les carabiniers avec des affaires de corruption, les grandes entreprises qui ont acheté des votes au Parlement, la figure présidentielle, tous les sondages depuis 15-20 ans montrent une dégringolade permanente de toutes les institutions et des partis politiques traditionnels. Donc c'est ça aussi 2019. Et d'ailleurs, on pourrait faire des parallèles très clairs avec ce qui se passe en France, en Europe, et dans beaucoup de pays du monde. Et donc cette mobilisation, elle a permis d'ouvrir la possibilité d'une assemblée constituante. Ce que les partis du Parti socialiste jusqu'à la droite pinochetista avaient toujours refusé. Mettre fin aux héritages et à la constitution de Pinochet. Finalement, ça va être obtenu grâce à la mobilisation d'octobre 2019. Il y a une négociation qui est faite, un référendum, à plus de 80%, les Chiliens et Chiliennes disent oui à une nouvelle constitution, oui à une assemblée constituante élue démocratiquement au suffrage universel, dans lequel peuvent participer les indépendants, pas que les partis, et qui va aboutir à un texte constitutionnel paritaire, féministe, pluraliste, progressiste, très avancé. Je ne sais pas si vous avez lu un peu, hein, en 2021, il y a eu beaucoup d'articles de presse là-dessus, c'est considéré comme le processus constituant le plus démocratique de l'histoire du droit international, puisqu'elle a été faite par la parité, avec la présence des peuples autochtones. Elle proposait la transformation du Chili en État plurinational, donc qui reconnaîtrait qu'il y a plusieurs nations dans ce Chili, jusque-là très unitaire, très centralisé, très blanc, si vous voulez, dominé par les élites blanches. Là, on intégrait l'histoire des peuples autochtones. On reconnaissait la question des droits de la nature, comme c'est reconnu dans la Constitution équatorienne, par exemple. C'était la constitution la plus féministe de la planète aussi, puisqu'elle reconnaissait la parité dans toutes les institutions et de nouveaux droits pour les femmes, notamment la constitutionnalisation de l'avortement, qui est actuellement en discussion en France, vous le savez. On commençait à démanteler, modérément, mais à démanteler l'État néolibéral subsidiaire pour créer un État de droit social. Et ça, patatras, c'est ce qui a été rejeté en mai 2022 à plus de 62%. Donc on retrouve les paradoxes du Chili, en fait. On avait cru qu'en octobre 2019, et après cette constitution très avancée, on allait entrer dans une nouvelle ère de démocratisation post-néolibérale, post-extractiviste, féministe, plurinationale. Et les classes populaires, notamment, ont dit très majoritairement non à ce texte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Entre-temps, il y a eu la pandémie, il y a eu une explosion de la crise économique. Il faut bien... Enfin, d'ici, on a beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui a pu provoquer la pandémie sur des sociétés comme les sociétés latino-américaines, où vous avez 30%, parfois 40% de travail informel.
C'est-à-dire vous n'avez aucune protection sociale. Il n'y a pas ce qui s'est passé ici, où vous avez des subventions, un État qui était derrière, qui subventionnait, c'était l'argent magique de Macron. L'argent magique n'existe pas au Chili. Donc là, ça a ravagé complètement les économies, et notamment les plus pauvres. Il y a eu l'élection entre-temps d'une nouvelle figure, nouvelle gauche, Gabriel Boric, 37 ans, le plus jeune de l'histoire du Chili, en alliance avec le Parti communiste. Donc là aussi, ça semblait confirmer une nouvelle dynamique, mais qui a aussi déçu une partie de son électorat, qui n'a pas su défendre ce nouveau processus constituant. Donc il y a un ensemble d'éléments qui fait que finalement cet élan qui combinait l'élection de Gabriel Boric avec une nouvelle coalition critique du néolibéralisme, très à gauche, au plan électoral en tout cas, et ce texte, il y a eu un ensemble de facteurs qui ont permis l'émergence, d'une part, d'une nouvelle extrême droite, nostalgique de Pinochet, et c'est pour ça qu'on revient à cette époque. Antonio Cast, il a débordé sur sa droite les partis héritiers de Pinochet. Donc déjà, il faut le faire quand même. Il revendique l'héritage de la dictature. Il pense que la dictature, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au Chili au plan de la modernisation du pays. Même s'il regrette les disparus, les torturés et les assassinats politiques. Son frère était ministre de l'économie de Pinochet. Un autre frère et sa famille ont fourni des camions pour arrêter et assassiner des paysans pendant la dictature. Et son père était un ancien Waffen-SS émigré au Chili. Voilà, Cast, c'est ce personnage, catholique intégriste, appuyé par les églises évangéliques ultra-conservatrices, et qui finalement a compris, très intelligemment compris, qu'il y avait un autre Chili possible que celui du progressisme, de la mobilisation populaire, de la critique du néolibéralisme, et donc il a joué la carte du retour à l'ordre, de la famille catholique face aux féministes, de la nation et de la race chilienne face aux migrants, du retour à l'ordre face au chaos, selon lui, d'octobre 2019. Et sur cette base-là, il a capitalisé politiquement. Il est arrivé au premier tour des élections présidentielles, qui finalement étaient gagnées par la gauche, mais quand même. Et il a réussi à animer une campagne anti-constitution, avec le soutien très actif, non seulement de la droite traditionnelle, mais aussi du centre, voire du centre-gauche parfois. Donc voilà, j'arrête là. On est donc dans une situation de nouveau très paradoxale dans ce Chili actuel, dans lequel on peut dire qu'il y a encore les spectres de la figure d'Allende qui continuent à planer sur la politique, mais surtout, dans les derniers mois, c'est le spectre de Pinochet qui revient très fortement au travers d'Antonio Cast, dont il faut dire qu'il est à la tête d'une nouvelle expérience constituante, puisqu'après l'échec de la première, on a rouvert le robinet, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus limitée. Et c'est l'extrême droite et la droite qui rédigent la nouvelle constitution qui sera mise au référendum le 17 décembre prochain. Voilà, je vous remercie. Merci Franck Bonichot, c'était une leçon d'histoire passionnante. D'ailleurs, on peut avancer encore. Oui. Ouais, encore, juste pour avoir ça. Voilà, ça c'est aussi intéressant, les images d'Allende qui sont encore sur les murs de Santiago aujourd'hui. Avant de vous passer le micro, je signale que Franck Bonichot avait, l'année dernière, à Toulouse, fait une conférence justement qui était centrée sur le dispositif référendaire, son développement et les causes de son échec, et que la transcription de cette conférence figure dans l'ouvrage Parcours qu'on vient de publier, donc que les adhérents pourront retrouver, que les non-adhérents peuvent se procurer à 10 €. Voilà. C'était une petite remarque au passage. Donc là, je vais faire circuler le micro. On a un petit problème parce que les micros sont enfermés à clé là derrière, et le technicien de la médiathèque est absent et il a oublié de laisser la clé. Donc, merci à Frédéric qui nous a ramené un micro depuis le parc des expositions. Donc, vous posez la question et je descendrai le micro très vite à Franck pour qu'il nous réponde. Ouais.
Merci pour votre intervention. J'ai suivi d'un peu de près, même par rapport à vous, de loin quand même, mais il me semble qu'au moment du référendum là, sur la Constitution, il y a eu des problèmes particuliers, en ce sens que l'essentiel des médias était entre les mains du genre du privé. Et ils ont matraqué fort, notamment pour pas que le peuple mapuche puisse être intégré avec ses droits propres dans l'appareil chilien, en disant que ça allait semer la pagaille. Et que c'est une des raisons pour lesquelles une partie du peuple chilien a voté contre. Parce que pour les réformes essentielles, ils étaient d'accord à 80 à 90%, je dirais, c'était sur des réformes sociales. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi, il faudrait peut-être nous en dire deux mots, pourquoi ce problème des Mapuches et donc de la disparité du peuple chilien n'a pas été avancé d'une manière ou d'une autre depuis des générations. Oui, donc la question mapuche, c'est une question centrale de la démocratie ou du manque de démocratie de la société chilienne, et on pourrait évidemment remonter à l'époque coloniale. D'ailleurs, vous le savez peut-être, c'est un des rares peuples autochtones qui n'a pas été vaincu par les Espagnols. Les Espagnols, face à la résistance mapuche, ont dû signer des traités de paix, et finalement les Mapuches, c'est un des rares peuples indigène autochtone qui est resté en marge de l'empire colonial pendant une longue période avant d'être finalement soumis et ensuite intégré manu militari à la construction de l'État républicain chilien. En fait, la République chilienne, elle se fonde sur l'expropriation, la domination et le saccage des terres autochtones. Donc c'est une république qui naît là-dessus, et d'autre part qui naît, rappelons-le, sur l'expansion au nord, contre la Bolivie, qui perd son accès à la mer, et contre le Pérou. Donc d'entrée, la construction de l'État chilien, c'est un État expansif, oligarchique, centraliste et contraire aux intérêts des peuples autochtones. Bon, on ne va pas détailler, mais ça, c'est un héritage de long terme. L'arrivée de la dictature, finalement, vient renforcer cet héritage en néolibéralisant les terres autochtones, et donc en privatisant, en parcellisant la communauté. Et cet héritage terrible, en fait, à la fois colonial, néocolonial, néolibéral, n'a pas été, malgré les grandes promesses, notamment du centre-gauche au moins la transition, le pacte de Meurrin impérial, où ils avaient promis une véritable démocratisation des droits, de l'accès aux droits, ça n'a jamais avancé. Au contraire, ce qu'on a vu pendant toute la période démocratique récente, c'est à plusieurs reprises une répression très forte contre les mobilisations autochtones, et même l'application, c'est un autre exemple d'ailleurs, des lois de la dictature en démocratie contre les Mapuches. Par exemple, la loi antiterroriste de Pinochet, elle était appliquée contre les populations Mapuches. Donc là, il y a un passif très fort de la démocratie néolibérale de basse intensité, comme disent les politologues chiliennes. Le texte constitutionnel de 2021, en ce sens, était une avancée considérable. La création d'un État plurinational, qui regardait du côté de la Bolivie, de l'Équateur, des expériences constitutionnelles de dernière génération, mais qui, d'une certaine manière, pour la société chilienne, est apparu comme très avancé. Et peut-être, certains disent, je pense qu'on peut en débattre, trop avancé par rapport à l'état de conscience des grandes masses des classes populaires chiliennes, surtout, et vous avez raison, dans un contexte de matraquage médiatique absolument mais faramineux, puisque les médias au Chili sont dominés par deux grands groupes capitalistes, en fait, qui sont aux mains des secteurs les plus conservateurs de la société. Donc ils dominent la presse, la radio et une partie de la télé, même si aussi il y a des groupes internationaux. Intelligemment, qu'a fait la droite chilienne? Et là c'est une leçon, la droite, les conservateurs pensent souvent mieux que la gauche, et à plus long terme. Ils ont compris qu'ils avaient perdu la Constitution. Ils ne s'y sont même pas intéressés d'ailleurs. Ils étaient minoritaires, ils n'avaient pas de droit de veto. Ils ont laissé les gens rédiger leurs trucs.
Eux, ils ont pensé au coup d'après. Ils ont dit, ils vont rédiger ce qu'ils veulent, mais nous, on va l'empêcher de toute façon. Et donc, ils ont commencé une campagne médiatique qui a été financée à coût de, là aussi, de millions de dollars, par les grandes familles chiliennes, dans un contexte où il n'y a pas de régulation en Chili. Au moins en France, vous avez une certaine régulation de l'usage des médias en campagne électorale, avec y compris le temps d'antenne, etc. Ça n'existe pas au Chili. Donc, s'il y a un milliardaire qui arrive à mettre 2 millions de dollars sur une campagne sur les réseaux sociaux, pour un candidat, il le fait. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont pris 3 thèmes. Les Mapuches, vous voulez votre citoyenneté, si vous votez pour cette constitution, vous serez des citoyens de seconde zone. La propriété, si vous votez pour cette constitution, votre petite maison pour laquelle vous êtes endetté pendant des générations, on va vous la voler. L'État va vous exproprier votre maison. Et d'autre part, si vous votez pour ces constitutions, ça sera le chaos, alors qu'il y a déjà l'hyperinflation, la crise économique, l'incertitude, etc. Et c'était extrêmement efficace. Il y a même une distribution de fausses constitutions dans la rue, qui racontait n'importe quoi. En face, il n'y a pas eu de capacité à défendre le texte. Les constituants et constituantes ont essayé de faire du travail en région, mais ce n'était pas assez massif. Et le gouvernement Boric est resté dans une position d'entre-deux. Il s'est engagé dans la défense, mais au cours des 2 derniers mois, en fait, c'était bien trop tard pour le faire. Donc, effectivement, là, il y a une défaite en race campagne, dans un contexte, j'insiste, qui avait complètement changé aussi. La question des migrants est devenue centrale dans la presse et dans les discussions quotidiennes, avec une montée en force du racisme. La question de la violence et du narcotrafic. Dans un pays comme le Chili, peu habitué à la présence de cartels, là, il y a une expansion des cartels en Équateur, mais aussi au Chili, et ça, c'est du pain béni, évidemment, pour la droite sécuritaire. Donc la droite disait sécurité, sécurité, ordre, ordre, poussons les migrants dehors, retour à la famille, retour à la propriété privée. Et c'était extrêmement efficace, à tel point que c'est eux maintenant qui rédigent la nouvelle constitution. Alors qu'ils défendaient l'ancienne en plus, c'est ça. Ils sont adeptes de la constitution de Pinochet et ils sont chargés de rédiger une nouvelle constitution. Donc ils sont en train de rédiger une constitution qui est presque pire sur certains aspects que celle de Pinochet. Mais elle sera sûrement rejetée le 17 décembre prochain d'ailleurs. Donc ça sera la 2e défaite référendaire dans une expérience constituante au Chili en très peu de temps. Les partis politiques s'arrachent les cheveux. Bon, j'en ai pas beaucoup, donc ça va. Et les chercheurs et chercheuses, évidemment, sont complètement... c'est une turbulence politique permanente dans un contexte de dégradation quand même des rapports de force pour les gauches, pour le mouvement social, même le mouvement féministe qui était très fort et en plein recul actuellement face à la montée en puissance des discours évangéliques, patriarcaux, antiféministes. Il y a une haine, par exemple, de caste sur tout ce qui est LGBTQI. Pour lui, c'est l'incarnation de la destruction de la nation, carrément. Donc, on tape dessus, on tape dessus, on tape dessus. Oui. Oui, bonjour. Merci aussi pour vos informations, enfin, votre présentation, qui nous rappelle certaines choses, effectivement, que nous subissons. Je voulais juste dire que il me semble que dans les années 50-60, vous les aviez évoqués, sévissaient les Chicago Boys. Et j'ai appris depuis peu qu'il y avait une antenne d'école des Chicago dans un local pontifical, au Chili, qui formait donc des Chiliens à cette politique, qui est une politique libertarienne, au fond, c'est-à-dire pas d'action de l'État, chacun est libre, et c'est le marché qui mène le monde, c'est pour les Thatcher et les autres. Et dans l'évocation qui était faite de ces hommes, il était dit que de toute façon, ils avaient infiltré après toutes les, comment dirais-je, toutes les organisations, toutes les industries, ils avaient infiltré les directions de ces productions. Donc je pense qu'il y a aussi, dans ce qui est arrivé, encore maintenant, des gens qui sont effectivement sur cette position, c'est-à-dire une position au fond libertarienne, voire comme maintenant le prochain candidat qui est totalement d'extrême droite. Voilà.
C'est ce que je pense. Je pense que c'est lié. Donc c'est une colonisation au début des USA de comment dirais-je, du Chili, comme je voulais vous dire. Oui, enfin les Chicago Boys, ils n'étaient pas dans une obscure officine pontificale, ils étaient à la tête du département d'économie de l'Université catholique de Santiago, la plus grande université du Chili. Donc ils avaient pignon sur rue, et dès les années, fin des années 50, début des années 60. Alors, c'est une colonisation, en fait, c'est plutôt un travail actif. Ils ont été contacter Milton Friedman pour leur demander s'ils pouvaient l'aider à créer un département d'économie néolibéral, en fait, monétariste, au Chili. Et ce sont ces cadres universitaires, des intellectuels et des économistes, qui, en fait, ont l'intelligence, il faut reconnaître ça, encore une fois, les adversaires pensent, et parfois ils pensent bien, au sens, ils arrivent à prendre le pouvoir. Dans les années 60, quand ils prévoient leur projet néolibéral, c'est vraiment de l'économie d'éprouvette, de laboratoire. Ça n'existe nulle part. Et ça paraît même, c'est complètement marginal, en fait, dans la théorie économique. Puisque, jusque-là, évidemment, la régulation de l'État est au centre. Le Chili, en plus, a connu, depuis les années 30, la place de l'État. C'est un État aussi entrepreneur qu'on a au Chili. Il y a des fonds populaires, il y a des grandes agences publiques, etc. Sergio de Castro et d'autres, donc, ils vont penser le monétarisme de Milton Friedman appliqué au Chili et prévoir l'écrire. Il s'appelle El Ladrillo, c'est-à-dire la brique, un bouquin comme ça, qui annonce toutes les réformes qu'il faudrait faire pour transformer le Chili en fait en paradis monétariste. Ils vont essayer de refourguer leur matériel à tous ceux qu'ils rencontrent. Ils vont voir les militaires, ils vont voir la démocratie chrétienne, ils vont voir la droite, et tout le monde leur dit « mais vous êtes complètement fous, c'est pas ça qu'on veut, nous on veut un État protecteur qui protège les frontières, etc. » Donc ils n'y arrivent pas en fait. Jusqu'à ce qu'au sein de la marine, il y a un des amiraux qui commence à s'intéresser à leur théorie dès 1972, et commence à faire circuler cette idée que s'ils prennent le pouvoir, ce serait peut-être l'occasion d'aller beaucoup plus loin qu'un seul coup d'État nationaliste, en fait, et de transformer le Chili au plan des relations fondamentales de l'économie de l'État. Et c'est une véritable bataille politique. Il y a un très bon livre d'une historienne chilienne, Verónica Valdivia, qui dit c'est la révolution dans la révolution, au sens de la révolution des militaires. Puisque les nationalistes des forces armées vont s'affronter aux néolibéraux. Et Pinochet, au début, il ne sait pas trop de quel côté pencher. Parce que les militaires chiliens, à la base, ils sont fondamentalement nationalistes, ce qui paraît tout à fait logique. Ils sont pour un État fort et des frontières protégées. Alors que le néolibéralisme, c'est l'ouverture des frontières. Mais finalement, il se laisse convaincre et il va même écarter, et il va même assassiner certains d'entre eux, ceux qui sont des nationalistes convaincus pour donner la voie aux néolibéraux et progressivement aux civils. Donc on se retrouve avec un gouvernement militaire, mais dans lequel les ministres de l'économie sont des civils, et des Chicago Boys, justement. Il y a un très bon documentaire qui s'appelle justement Chicago Boys, qui montre toute l'histoire, cette histoire-là, de manière très très claire. Donc c'est une véritable transformation idéologique d'abord, et ensuite mise en pratique par un État fort. Et ce qui est intéressant, c'est que les Chicago Boys, ils sont contre l'État dans une certaine mesure. C'est-à-dire, c'est l'État subsidiaire. Le marché doit pouvoir régner partout où il peut régner, mais évidemment que dans les espaces qui sont lucratifs. Et par contre, l'État doit assumer tous les espaces non lucratifs. C'est-à-dire l'éducation pour les pauvres, la santé pour les pauvres, le marché n'en veut pas. Et donc, l'État a le devoir subsidiaire de se substituer au marché et d'assumer donc une tâche de service public, mais pour les pauvres. Ben si, parce que c'est financé par l'État. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est pas un anarcho-capitaliste comme l'est aujourd'hui Javier Milei en Argentine. Le candidat actuel qui arrive au premier tour en Argentine, lui, il est anarcho-capitaliste. Il pense qu'il faut détruire l'État. Il veut fermer la banque centrale. Mais les Chicago Boys, pas du tout. Ils veulent maintenir une banque centrale, mais autonome. Donc voilà, il y a aussi des petites nuances. Et d'autre part, l'État doit être fort, par contre, dans la gestion des normes de marché, et dans la répression quand c'est nécessaire, notamment
Il faut donc garder une police, une force armée qui soit prête à intervenir. Javier Milei, pendant un temps, il pensait qu'il fallait aussi privatiser l'armée. Mais bon, il a reculé parce que sa vice-présidente est nostalgique de la dictature argentine. Il veut privatiser la vente d'organes, il veut privatiser la vente d'armes, il veut fermer la banque centrale, il veut dollariser l'économie, et il arrive au premier tour des élections. Moi, je voudrais revenir sur le revirement spectaculaire opéré par, s'appelle CAST, dont comment dirais-je, de nouveau le retour de l'extrême droite. Et je voulais savoir, c'est une question peut-être bateau, mais je voudrais savoir quand même, derrière tout ça, en dehors de toutes les raisons intérieures au pays, les arguments que vous avez proposés, quel serait le rôle insidieux ou non déclaré de l'influence des États-Unis dans ce contexte précédent, donc la victoire de la gauche. Et je pense également quelle a été la destinée en Bolivie de Morales, qui a dû quitter le pays, parce que j'ai fait quelques petites connaissances. Sitôt qu'il y a une tentative du gouvernement progressiste, tout de suite, il y a une déstabilisation de l'image, de la figure. Morales a dû quitter la Bolivie, et puis voilà, je voulais savoir, est-ce que l'impérialisme est toujours là, est toujours en train de surveiller, quoi. Sinon, il y en avait une autre ici. Alors, sur l'émergence des extrêmes droites latino-américaines, déjà, il y a des liens, ça c'est très clair, et des liens aussi avec le Trumpisme. Donc, il y a une sorte d'international de l'extrême droite américaine, au sens continental, qui est active. Et le Trumpisme et sa victoire a vraiment consolidé ces liens-là. Bon, il y a notamment une figure centrale que vous connaissez sûrement, c'est Steve Bannon. Bon, Steve Bannon, il a été clé dans la victoire de Trump, mais ensuite, par exemple, il a été clé dans la victoire de Bolsonaro au Brésil. Et donc là, il y a vraiment des liens. Cast, c'est un proche de Bolsonaro, en fait. Et plus d'ailleurs que des liens directs avec les États-Unis, c'est plutôt des liens de l'extrême droite régionale qui se mettent en place, dans lequel des personnages comme Bannon jouent des rôles dans la communication, dans l'articulation du discours. Et d'autre part, il y a la question des églises. Le renforcement de la présence des églises, notamment évangéliques. Au Chili, elles étaient jusque-là assez modérées, et là, il y a vraiment une croissance de ces églises-là. Alors, on n'est pas au niveau du Brésil, mais elles viennent renforcer, en fait, idéologiquement, ces extrêmes droites. Et effectivement, après, plus globalement, on voit dans les 20 dernières années, les gauches du gouvernement, les gauches progressistes, comment on veut les appeler, puisque finalement il y a beaucoup de différences entre Chavez et Bachelet, il y a beaucoup de différences entre Morales et Kirchner aussi, entre Lula. Bon. Mais malgré tout, il y a eu comme un moment vraiment d'une vague progressiste latino-américaine. On voit que très rapidement, elles ont buté sur un ensemble d'obstacles, dont une réaction très forte des oligarchies et même parfois un soutien indirect de Washington. On n'est plus par contre, on n'est plus dans un interventionnisme aussi direct et affiché que celui de la guerre froide. Indirectement, évidemment, il y a des pressions, il y a des questions de boycott économique, il y a la question des médiatiques qui alimentent en fait très fortement tout ça. Dans le cas chilien, c'est moins flagrant parce que Boric, je me rappelle qu'à un moment où il y avait de l'âge d'or du Venezuela bolivarien, il y avait tout un discours chez les conservateurs, les intellectuels de la droite latino-américaine. Il y avait un livre fameux du fils de Vargas Llosa qui disait les deux gauches latino-américaines. Il y a les gauches végétariennes, celles qui finalement mordillent un petit peu mais font pas très mal ni aux États-Unis ni au capital, et les gauches carnivores. Et évidemment, ils mettaient dedans Chavez, Morales, Correa. Aujourd'hui, Boric, il est plutôt végétarien, pour tout dire. Voilà, son programme, déjà, il n'affronte pas du tout les États-Unis. Il n'y a pas d'affrontement ouvert avec les États-Unis, il n'y a pas de programme de nationalisation du lithium, du cuivre, etc. Par contre,
Oui, il a face à lui une oligarchie, des secteurs, disons, des grandes entreprises qui lui sont hostiles très clairement, et des médias qui lui sont hostiles. Mais Cast, c'est vraiment un pur produit des contradictions chiliennes, avec un soutien effectivement international. Il y a Vox aussi, Vox en Espagne, qui joue un rôle très important dans la structuration, Vox, le grand parti d'extrême droite espagnol, dans la structuration des droites latino-américaines. Il y a un très bon bouquin de Pablo Stefanoni, qui a été traduit en français récemment à la découverte, qui s'appelle « Est-ce que la révolte est devenue d'extrême droite ?» Il est très intéressant parce qu'il dit, finalement, la véritable alternative aujourd'hui, c'est plus les révolutionnaires, qui ont plus cette capacité, ce sont les extrêmes droites, qui aujourd'hui apparaissent comme une alternative au système néolibéral, enfin, on croit qu'ils le sont, et ont une véritable vocation de pouvoir et capacité de prendre le pouvoir. C'est ça la nouveauté. Et Stefanoni travaille justement cette articulation entre Trumpisme, bolsonarisme, Vox, et désormais Milei en Argentine, Cast au Chili. Il y a je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le politique en Bolivie, parce qu'il y avait Janine Agnès, qui a participé à la destitution de Morales, qui a pris le pouvoir, mais il y a aussi un autre candidat d'origine coréenne, qui lui aussi est basé sur les églises évangéliques, et il y a Camacho à Santa Cruz. Voilà, il y a un ensemble de forces qui sont en train de se structurer, qui expliquent le renforcement d'une voie d'extrême droite qui est alternative finalement aux partis traditionnels comme aux gauches progressistes. On a Zemmour, hein. Ah, il y avait le monsieur en haut qui avait demandé. Ah, c'est quelqu'un. Vous voulez plus le... Monsieur, vous n'avez pas levé la main? Le monsieur avec la barbe, non? Ah, ok. Ah, ok. Oui, donc, tout ce qui a été dit est très intéressant. Effectivement, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'était une question plus précisément là, sur la politique menée par le gouvernement Boric, en fait. Est-ce qu'il se discrédite en réalité aujourd'hui auprès des couches disons populaires, notamment ceux qui ont peu voté pour cette gauche chilienne d'aujourd'hui? J'ai l'impression que par rapport au problème Mapuche, par exemple, ça reste répressif en fait, qu'il n'y a pas eu de changement de politique, que par ailleurs, en termes de mesures sociales, j'ai entendu parler d'une mesure sur la réduction du temps de travail, mais qui n'a pas l'air d'être au top en fait, n'a pas l'air de convaincre en fait. Donc c'était pour avoir des détails sur cette politique menée par le gouvernement de gauche chilienne aujourd'hui. Voilà, s'il pouvait y avoir quelques rajouts. Merci. J'en profite pour faire un peu de pub, puisque je travaille aussi avec le monde diplomatique régulièrement. On a sorti un manière de voir, donc sur les trimestriels du monde diplomatique, qui s'appelle d'Allende à Boric, où on revient donc sur l'époque Allende, mais aussi sur l'époque Boric, puisqu'au cours des 2 dernières années, j'ai fait plusieurs articles justement sur cette expérience Boric, dont une dernièrement en septembre, dans le numéro de septembre. En fait, ce qu'on voit, c'est que la nouveauté, c'est que Boric, il arrive avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de renouveau à la base. Il est lui-même issu du mouvement étudiant de 2011. Son équipe est issue des luttes étudiantes. George Jackson, Camilla Vallejo, membre du Parti communiste, elle était une des figures des luttes étudiantes de 2011. Et ils ont créé en quelques années, 2016, le Frente Amplio, donc le Front Large, qui est une coalition de coalitions, mais très largement issue de la jeunesse étudiante mobilisée. Donc ça, ils arrivent avec un discours ultra critique du néolibéralisme, ultra critique du PS, qui avait géré le néolibéralisme de la démocratie chrétienne, et avec des promesses de changement. Et en plus, ils arrivent à vaincre en coalition avec le Parti communiste. Il y a un très fort anticommunisme au Chili. Donc c'est quand même une véritable prouesse politique, et c'est une météorite, hein, évidemment. Ça fait penser à Pablo Iglesias, Podemos en Espagne. C'est-à-dire, on passe en quelques années d'un mouvement là, des indignés à
être le principal parti de la gauche, voire à gagner la tête de l'État. C'est ça, Boric. Il gagne la présidence, il a 36 ans. Donc évidemment, en plus vous l'avez peut-être déjà vu, il ne met pas de cravate, il est tatoué de partout. Bon. Mais au-delà de cet aspect qui n'est pas négligeable, pour une société conservatrice comme la société chilienne, ça montre quand même qu'il y a des ressorts d'ouverture, de démocratisation potentielle dans cette société. Il arrive avec un discours féministe, favorable aux dissidences sexuelles, un discours de reconstruction de l'État social, de reconstruction du système de santé, des retraites. C'est là-dessus qu'il gagne l'élection, face à Cast. Et dans un contexte d'effondrement de tous les autres partis. Son programme, il a été de plus en plus modéré au fil de la campagne déjà, donc ça a montré une certaine tendance. Entre les deux tours, il annonce qu'il va avoir comme ministre de l'économie une des figures du libéralisme économique du pays, l'ancien président de la Banque centrale, qui est un économiste de l'austérité budgétaire en fait. Donc il commence déjà, dès l'entre-deux tours, à donner des gages à ceux qui sont ses adversaires à la base, c'est-à-dire le grand patronat, les milieux d'affaires, etc. Il gagne l'élection grâce à la mobilisation de la jeunesse et des femmes. Et là, on a vraiment une analyse hyper fine. Il y a d'excellents politologues qui travaillent les datos électorales au Chili. Et donc, en fait, il a gagné d'emblée plus... Enfin, il y a une fraction de son électorat qui a dit non à Cast, plutôt que oui à Boric. Donc déjà, c'est une petite fragilité initiale. Néanmoins, il a gagné grâce au soutien des classes populaires entre les deux tours. Mais la fragilité de ce gouvernement, c'est qu'il n'a pas de lien réel avec les classes populaires. C'est un gouvernement avant tout de diplômés, issus des classes moyennes, des quartiers et des classes moyennes de Santiago, qui n'a pas d'ancrage politique. Alors ça, le Parti communiste, lui, en a. C'est d'ailleurs un des rares partis du Chili qui conserve vraiment un ancrage populaire. Il y a un autre parti de la droite aussi qui gagne cet ancrage, qui continue à être ancré populairement. Et d'autre part, il est minoritaire, Boric, au Parlement. Donc, il ne contrôle pas le pouvoir législatif. Toutes ces réformes et toutes ces promesses, il doit les négocier avec le centre, voire une partie de la droite. Donc ça a très peu évolué depuis. La grande réforme centrale pour mettre en place ces réformes sociales, c'était évidemment une réforme fiscale. Le Chili est un nain fiscal, parce qu'il est néolibéral. Quand on dit au Chili que l'État français ponctionne l'équivalent de 47% du PIB, on nous regarde en disant « mais vous vivez dans un pays soviétique ». Ça leur paraît complètement fou. Alors que le Chili, lui, pourtant c'est une petite économie, il ponctionne 21% du PIB. Tout confondu, tout confondu. Et essentiellement à travers des impôts indirects d'ailleurs sur la consommation. Donc on a un État qui n'a pas de capacité de réforme sociale tant qu'il n'y a pas de réforme fiscale. Donc on ne ponctionne pas les riches en fait, c'est la seule manière de faire. Donc Boric avait une promesse de récupérer 4% du PIB. Au début il avait dit 8, après il a dit 7, après il a dit 6. Et là, quand il a gagné, il a dit bon, ce sera 4. Là, finalement, il était à 3,6. Et même ça, il n'arrive pas à le faire passer au Parlement. Il a dit on va taxer l'extraction minière, puisque c'est là qu'il y a la richesse. Donc on va avoir des royalties qui vont être directement sur les bénéfices des grandes entreprises. Il en a commencé à en appliquer un tout petit peu, et il a eu un tir de barrage immédiatement. Et il n'a pas de capacité à mobiliser, en fait. C'est ça le problème. Si on voit ce qui se passe en Colombie actuellement avec le gouvernement Petro, un gouvernement de gauche aussi, il y a une surprise intéressante. Au moins Petro, dès qu'il est en but avec l'oligarchie, il mobilise. Il appelle à la mobilisation, à la rue, aux places. Et c'est la seule manière de faire pression, en fait, sur les adversaires, puisqu'il lui aussi, il a des problèmes de majorité au Parlement. Ça, Boric, absolument pas. C'est vraiment la gestion institutionnelle, il est empêtré là-dedans. Et à tel point que le grand paradoxe encore, c'est que qui gouverne aujourd'hui, c'est le Parti socialiste. Peu à peu, le gouvernement a été changé, les ministres ont été changés, et on a été chercher les anciens socialistes qui avaient gouverné le pays, parce qu'on dit, ah oui, mais eux, ils ont une véritable expérience de gouvernement, ils ne vont pas commettre les bourdes qu'ont commis les autres. Et par rapport au Mapuche, c'est quand même assez terrible, puisque une des grandes promesses était enfin une nouvelle relation entre l'État et les peuples autochtones au Chili, comme marque d'un nouveau mouvement démocratique. Il disait, avec moi, jamais d'état d'urgence, jamais de militarisation du Wallmapu, jamais d'assassinat de Mapuche mobilisés.
le deuxième jour de son gouvernement, la nouvelle ministre de l'Intérieur, Isca Sitges, qui vient des rangs de la nouvelle gauche, a la bonne idée d'aller dans les communautés dans le sud du Chili sans prévenir personne. Et ils arrivent en voiture, ils rentrent dans une communauté les plus mobilisées et conflictuelles du pays sans avoir prévenu. Ils ont été reçus à coups de balles en l'air. Mais quand même, déjà, ça a commencé très très mal cette histoire. Et depuis, en fait, c'était de dégradation entre les secteurs, parce qu'il y a des secteurs très radicalisés du côté mapuche. Certains prônent l'autonomie du Wallmapu et l'affrontement, y compris armé avec l'État. Donc c'est une question pas facile à gérer. Je ne suis pas en train de dire que c'est d'un coup de baguette magique qu'ils vont régler cette question-là. Mais ils l'ont fait très très mal, et aujourd'hui il y a de nouveau l'état d'urgence dans le sud du Chili, il y a de nouveau la militarisation des principales voies Et en fait, on a un gouvernement de gauche qui défend l'extraction forestière. Parce que c'est ça le fond du problème. Tout le territoire mapuche, il est dominé par des grandes multinationales ou des grandes entreprises forestières chiliennes qui ont planté des pins d'eucalyptus sur les terres, parfois en occupant les terres ancestrales des autochtones, pour l'exportation, pour la pâte à papier. D'ailleurs, c'est pas une industrie de pâte à papier ici. C'est ce que je voyais tout à l'heure, je regardais, et ça me rappelle des choses, ça. Et en fait, on se retrouve avec ce gouvernement de gauche qui garantit en fait l'extraction contre les droits à l'autodétermination du peuple mapuche. Et là, la situation est complètement... Et à tel point fermée qu'il y a l'apparition de nouvelles formes de lutte armée qui n'existaient pas jusque-là, de nouveaux groupes armés qui ne s'affrontent pas aux gens, qui ne tuent pas des gens, mais qui brûlent donc les camions des entreprises forestières, qui récupèrent des territoires en brûlant les pins de l'eucalyptus, et donc eux, ils se font tuer carrément par les militaires. Je vais poser une petite question. Donc le Chili, c'est le laboratoire mondial de l'économie, en quelque sorte, depuis 50 ans, avec différentes expériences, mais qui sont à chaque fois très originales, un coup à gauche, un coup à droite, etc. Le référendum constitutionnel, ça a encore été une démonstration magnifique. Alors est-ce que ces expériences sont étudiées, analysées par la gauche en particulier française? Est-ce qu'il y a des liens entre les partis politiques français et ces partis-là? Est-ce que l'expérience du référendum, enfin, pas avorté, mais qui a un mauvais résultat, et donc un autre qui va arriver avec peut-être même encore un résultat négatif, ne vient pas contredire l'une des revendications majeures des formations de gauche en France actuellement, qui est de s'appuyer sur le référendum, de demander une nouvelle constitution, etc. Donc, quel retour d'expérience en France par rapport au Chili? Là, c'est une question de débat politique, en fait, évidemment. C'est pas une question de... Disons, je sors de ma casquette d'historien, mais c'est évidemment très important. Je pense qu'il y a plein de leçons à tirer de l'expérience chilienne, de l'expérience passée, celle de l'unité populaire, qui pose la question de l'État dans une transition, une transformation radicale, mais aussi dans les dernières expériences, parce qu'effectivement, la France insoumise a au centre de son programme la 6e République. Et moi qui lis pas mal ce qu'écrit Jean-Luc Mélenchon sur son blog, justement parce qu'il parle beaucoup d'Amérique latine. Donc Jean-Luc Mélenchon, pendant un temps, c'était le Venezuela et Chavez, c'était la Qatar, il a arrêté. Après, il était la révolution citoyenne équatorienne, c'était la Qatar, il a arrêté. Et dans la dernière période, il a beaucoup regardé du côté du Chili. Et il a écrit d'ailleurs plusieurs textes. Ça montre d'ailleurs qu'il se renseigne quand même de manière très détaillée sur ce qui se passe là-bas. Où il disait finalement l'expérience chilienne, c'est l'ère du peuple incarné. Parce que c'est la grande théorie de l'ère du peuple. Il disait, en gros, on a le peuple constituant, c'est le peuple d'octobre 2019, qui se constitue en tant que peuple au travers de la mobilisation et de l'affrontement avec le néolibéralisme. Ensuite, ce peuple constituant pourrait devenir destituant. C'est d'ailleurs contrefactuel, moi je trouve que j'aurais plutôt l'inverse, mais lui il le dit comme ça.
il devient destituant au travers de l'Assemblée constituante, une des assemblées constituantes les plus démocratiques de la République chilienne, pour ouvrir justement l'ère du peuple. Sauf qu'entre-temps, il y a eu l'échec référendaire. Et donc, ça permet de relire aussi toutes les difficultés de ce que c'est non seulement gagner une assemblée constituante, c'est pas facile d'avance, rédiger un texte qui soit le plus progressiste possible, ce qui n'est pas gagné d'avance non plus, et d'autre part, ensuite, il faut gagner les référendums de sortie, mais ce qui n'est pas gagné d'avance, parce que pendant tout ce temps-là, en plus, il y a du temps qui se déroule, et des batailles politiques ou des changements de contexte politique qui peuvent avoir lieu. Et ce que montre le Chili, c'est que centré seulement sur la perspective d'une assemblée constituante, la transformation, disons, du post-néolibéral, c'est absolument pas suffisant. Il faut des mobilisations sociales, il faut aussi ne pas lâcher la question des réformes sociales. Parce que ce qui s'est passé au Chili, il faut bien voir que ça a été aussi contradictoire. L'ouverture du processus constituant, pour une partie des élites, et pour la droite elle-même, qui a participé à cette ouverture du processus, c'était une manière de faire taire la rue. Et ils l'ont dit comme ça. La négociation qui se noue après la grande mobilisation d'octobre 2019, ça s'appelle Pacte pour la paix sociale et une nouvelle constitution. Et donc les partis se réunissent, et notamment la droite surtout se réunit en disant à la gauche, vous signez ça, ok, on va faire une assemblée constituante, mais c'en est fini de la mobilisation, parce qu'ils ont eu très très chaud aux fesses, pour le dire poliment. Piñera a failli être destitué par la rue, comme ce qui s'est passé en Bolivie dans les années 2000, en Argentine en 2001. C'est un classique latino-américain, c'est-à-dire la rue peut aussi destituer par le bas un gouvernement en place. Donc l'aspect contradictoire de cette assemblée constituante, c'est que d'une part, elle ouvre le champ des possibles, mais en même temps, elle décomprime la rue pour l'institutionnaliser. Et dans cette institutionnalisation, une partie des luttes populaires ont perdu de leur capacité à influer sur le cours des choses. Il y avait par exemple un réseau de comités territoriaux très intéressants, avec des assemblées territoriales qui discutaient à la base de quelle perspective pour le Chili, de quelle réforme sociale. L'expérience constituante, finalement, ça a un peu aspiré toute cette énergie pour la concentrer dans une institution. Et donc, voilà, l'effet constituant seul, à mon avis, n'est pas suffisant. C'est peut-être une des leçons. Si on ne continue pas à mobiliser en même temps, on peut perdre l'énergie, on peut même perdre la bataille politique, et ça peut être d'autres qui la raflent dans ce contexte-là, notamment les adversaires ultimes de la démocratie, à mon avis, c'est-à-dire l'extrême droite. Après, ce qu'il faut dire, moi je ne suis pas en train de donner des leçons aux Chiliens, loin de moi cette idée-là. Parce qu'on n'a aucune leçon à donner au Chili vu l'état dans lequel on est, nous, aujourd'hui. Donc on peut tirer des leçons de l'expérience chilienne, mais absolument pas leur donner des leçons. Parce que, voilà, vu notre état actuel, ça ne donne pas envie non plus. Et puis, d'autre part, démanteler un système qui a été implanté au cours de 16 ans de dictature, de 30 années de néolibéralisme, évidemment, c'est très difficile. Parce que ce n'est pas seulement une nouvelle institution qui va le faire. Quand on vit au Chili, moi j'ai vécu pendant plus de presque 7 ans au Chili, c'est la question des relations sociales quotidiennes, en fait, le néolibéralisme. Ce n'est pas seulement l'État subsidiaire, c'est au quotidien. C'est la manière de voir le travail, la manière de s'endetter, la manière de consommer. Par exemple, vous dites à un Chilien, la solution, c'est de passer toutes les retraites par répartition. Regardez, c'est formidable, la France. Il regarde, il me dit, mais je veux pas, moi. Moi, je veux pouvoir cotiser pour ma retraite. Parce que c'est complètement intégré dans l'horizon politique. Même la gauche n'ose pas parler de retraite par répartition. Boric, la seule chose qu'il propose, c'est un pilier solidaire. Donc ça serait une sorte de fonds de pension, mais garanti par l'État. Et pour ça, déjà, ça serait une avancée. Alors dire, on nationalise les fonds de pension, et on les met dans une caisse publique, ça paraît très très loin de l'horizon possible des Chiliens. Alors bien entendu, il y a des secteurs de la gauche radicale, des mouvements sociaux qui sont là-dessus, mais c'est très très minoritaire.
Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment démonter un ensemble de mécanismes sur tous les aspects de la vie sociale, politique. Ça demande un rapport de force très très puissant qui a existé en octobre 2019, mais qui n'est plus là aujourd'hui. Une petite dernière, si on dézoome, qu'on regarde l'ensemble du continent sud-américain, est-ce qu'on peut dire que la démocratie, elle est menacée, ou au contraire, est-ce qu'elle est en train de progresser, ou est-ce que c'est la bouteille à la crème? Là, en gros, si on le dit de manière synthétique, on est dans une période de turbulence planétaire, ça je pense que tout le monde s'en est rendu compte, et l'Amérique latine est vraiment dans cette turbulence-là depuis quelques années, depuis 2012-2013, on voit qu'il y a des basculements permanents au plan électoral, que les gauches qui arrivent au pouvoir ont plus de capacité réelle de grandes réformes, comme il y a pu avoir dans les années 2000, qu'on est face à des sociétés qui ont été vraiment maltraitées, hein, j'insiste là-dessus, le corps social a été profondément maltraité par la pandémie et par l'explosion du travail informel. Le Chili, qui était le pays où le travail informel était vraiment un des plus réduits de l'Amérique latine, aujourd'hui on a atteint presque 40% de travail informel. L'Argentine, les chiffres sur la pauvreté, c'est 40% de pauvreté en Argentine. Donc on est dans des grands pays comme ça. On est vraiment dans des conditions de déstructuration très très profondes qui favorisent évidemment les outsiders, les extrêmes droites en fait. Et donc je pense qu'on est dans un contexte de dégradation démocratique, quels que soient les gouvernements en place. Bien entendu, encore plus dans les contextes où c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir. L'Argentine, il faut suivre de près ce qui se passe en Argentine, j'insiste un peu là-dessus. Le premier tour a mis en tête un fou furieux, mais un fou furieux. Milei, pour faire son programme politique, il le dit à la télé, il le répète, il parle à son chien empaillé. Son chien empaillé a des voix qu'il lui transmet, et c'est comme ça qu'il a mis en place son programme politique. Son programme politique inclut, je le disais tout à l'heure, la fin de la banque centrale, la dollarisation complète de l'économie, mais la dollarisation, c'est-à-dire il n'y aura plus de monnaie nationale. À terme, la vente des organes libres, des armes libres, voire des rues, parce qu'ils pensent que si on peut acheter une rue, pourquoi pas. Donc voilà, plus une vice-présidente qui, elle, revendique la dictature, qui dit que les 30 000 détenus disparus, finalement, c'est peut-être pas très bien, mais ça a permis de rétablir l'ordre dans le pays. Il y a un sursaut quand même qui est en train de traverser la société argentine, puisque Milei finalement a été moins loin que ce qu'il pensait au premier tour. Et là, on pense qu'il va vraiment avoir une sorte de tout sauf Milei. Donc c'est Massa qui va gagner. Mais Massa, c'est Mas de lo mismo, comme il disait. C'est un peu toujours la même chose. Massa, c'est lui qui est ministre de l'économie actuellement. Et il y a 40% de pauvreté. Il y a un endettement à hauteur de 45 milliards auprès du FMI. C'est le prêt le plus important de l'histoire du FMI. Le pays est complètement endetté. C'est ça l'héritage Massa. Et c'est lui qui apparaît comme le rempart face aux fous furieux. Donc c'est un peu compliqué la situation. Et pourtant on est dans un contexte démocratique, on peut dire. Mais démocratique complètement dégradé, complètement chaotique. Le retour de Lula. Le retour de Lula, c'est pareil, c'est une déception dès ses premiers mois, puisque Lula, il a gagné avec la droite. Son vice-président, Alckmin, c'est une des figures de la droite historique. Hein. C'est un libéral, c'était un ancien adversaire politique de Lula. Donc il a dû toujours gagner en coalition, Lula. Mais là, la coalition, elle va très très loin sur le centre-droit, voire la droite. Mais évidemment, c'était barrer la route à Bolsonaro. Et là... on ne peut que se réjouir que ce soit Lula qui soit au pouvoir et pas Bolsonaro, évidemment. Sauf que les conditions de réformer le Brésil aujourd'hui, elles ne sont pas réunies. Et il n'y a même pas de la volonté politique de Lula de le faire. Il y a eu des avancées quand même sur les derniers mois, sur les droits notamment autochtones, sur les promesses en termes de respect des aires protégées pour les peuples autochtones. Mais on voit qu'entre la loi et la pratique, c'est pareil. Il y a des paramilitaires, il y a vraiment des puissances. C'est les 3 B, hein, c'est Bible,
bœuf et balle. Donc les forces armées, les paramilitaires, les grands propriétaires terriens, notamment de l'exploitation du bétail, et les évangélistes, qui constituent le cœur de la politique brésilienne aujourd'hui, et surtout après un mandat Bolsonaro qui a été catastrophique. Mais il y a quand même, bon, c'est un peu déprimant ce que je suis en train de dire, donc je vais terminer sur une note positive. Il y a quand même des espoirs, c'est-à-dire les sociétés latino-américaines résistent, s'organisent. Moi, je pense qu'un des axes clés, j'en suis persuadé, ce sont les féminismes. Les féminismes de la dernière vague ont vraiment réussi à mettre en place des mouvements féministes massifs. Alors, ce n'est pas un féminisme hyper restreint, c'est un féminisme de masse, et en même temps radical, qui pose des questions sur le patriarcat, le néolibéralisme, le modèle de développement, l'extractivisme, et qui touche à un ensemble de domaines qui pourraient permettre aux sociétés de se réorganiser dans un contexte où les gauches sont vraiment en mauvaise posture. Soit parce qu'elles ont gouverné, elles ont déçu, soit parce que les gauches radicales et révolutionnaires restent très minoritaires, en fait, un peu dans un bunker idéologique. Donc, entre ces deux voies, c'est les mouvements populaires, notamment féministes, qui pourraient permettre de rénover la politique en Amérique latine. Eh bien, on terminera sur cette note optimiste. Merci beaucoup, Frédérico. C'était une très intéressante.